Salut tout le monde. Alors je fais une petite vidéo pour vous dire que j'ai une idée de projet qui va me permettre normalement de vous faire quelques tutos. Donc le projet, l'idée c'est de loguer à chaque fois qu'un utilisateur déverrouille son téléphone. Donc dès que le mec va déverrouiller son téléphone, ça va loguer au serveur qu'il a déverrouillé son téléphone. Et l'idée après c'est si la personne n'a pas déverrouillé son téléphone pendant un laps de temps donné, par exemple une journée, ça va prévenir ses proches que son téléphone n'a pas été déverrouillé pendant ce laps de temps. Et du coup, ça peut potentiellement dire qu'il a un problème et donc ses proches peuvent le contacter pour savoir ce qui se passe. Donc dans cette première vidéo, on va commencer par l'installation de l'API qui va recevoir les données du téléphone. Donc pour ça, je vais utiliser API Platform. Là, on va voir comment l'installer. Et alors, j'ai oublié de dire, l'objectif des vidéos, je pense, ça va être de filmer en continu, sans faire trop de coupures. Ça va pas vraiment être des tutos, mais plutôt des genres de live coding. Donc là, en l'occurrence, API Platform, je l'ai déjà installé, mais ça fait au moins 2 ans que je ne l'ai pas installé. Donc on se rend sur la doc, et puis on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors déjà, API Platform, ça permet en fait de créer une API très très facilement. Normalement, si vous voulez faire une API en PHP Symfony, même avec le bundle Forest Bundle, il faut créer vos routes, il faut faire les requêtes HTTP, il faut faire les requêtes dans la base de données, il faut faire le tri dans les requêtes, il faut ensuite construire le tableau, le convertir en JSON et le renvoyer. Donc c'est très long. Là, API Platform, il vous permet juste de créer une entité. Et avec ça, avec une certaine annotation, il va tout transformer automatiquement en API RESTful. Donc avec le post, le get, le put, le patch, le delete. Et en plus, il va vous générer une petite documentation grâce à Swagger. Donc on voit aussi qu'il y a d'autres fonctionnalités. On peut créer le schéma de base de données grâce à schema.org. On peut générer une administration complète. Alors ça, on verra. On va peut-être le faire dans une autre vidéo parce que ça peut être intéressant. On peut créer donc en fait un petit site web qui va interagir avec l'API en React ou en Vue.js, il me semble. Et là, il nous dit qu'il peut carrément nous créer une progressive web app ou une application native avec React Native. Alors ça peut nous intéresser parce que justement, notre but c'est de créer une application. On pourrait regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, l'idée c'est juste de l'installer rapidement pour vous montrer un petit peu comment ça marche et créer notre première entité Symfony qui va sûrement être l'entité d'utilisateur. Alors get started. Je pense qu'ils vont nous expliquer un peu comment ça marche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'installation. Donc là, il nous explique un petit peu tout le fonctionnement. On peut l'installer avec Docker, il y a le cache varnish. C'est vraiment hyper complet, API Platform. Alors, est-ce qu'il y a installation debugging the API component. Install the framework. Oui, c'était là. Donc on a la solution avec Docker, j'imagine. API Platform distribution. RGZ, moi ça m'intéresse pas. Je préfère installer Symfony, et ensuite installer Docker. Installer API Platform dessus pour pouvoir faire la config que je veux. Donc là, ils font avec Composer. Moi ça m'intéresse pas. Voilà. Donc là, il propose de l'installer à la mano via Symfony Flex et Composer. Ce qu'il nous dit, c'est on crée un projet Symfony Skeleton. Ensuite, on va dans le projet et on fait required API. Alors l'API, j'imagine que c'est un alias de API Platform. Donc on va ouvrir, on va faire des copier-coller parce qu'on est des feignants. Tac. C'est les slash. Alors, je mets mon projet dans le répertoire 3W de WAMP64, sauf que vous verrez, j'utilise plus trop WAMP, j'utilise en fait le serveur qui est inclus dans Symfony, le PHP Bean Console Server Run, qui me permet en fait d'avoir le Xdebug plus facilement. Donc, Xdebug en fait c'est une extension PHP qui permet de débugger les scripts PHP très facilement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un mode pas à pas, enfin je vous présenterai sûrement ça dans une autre vidéo. Donc là je me mets dedans même si je ne vais pas utiliser WAMP. On fait le copier-coller, donc Composer Create Project. Et là je vais l'appeler
API. Donc je vais l'appeler API Elive. Elive, ça sera sûrement le nom du projet. Donc là, on va aller faire faire sa moulinette. Donc normalement, dans le dossier 3W, il va me créer un dossier API Elive. Alors là, on voit qu'il est en train de tout installer. Donc je vais faire une petite coupure et puis je vous reprends à la fin de l'installation. Alors, on peut voir que notre installation est terminée. Donc il a tout installé, tout ce dont il avait besoin. Normalement, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de plugins par défaut, enfin plugins. Il n'y a pas beaucoup de modules Symfony installés par défaut. Donc 23 packages par rapport à la première version de Symfony ou même la version 3, c'est ridicule. Ah, il me dit what's next. On va dans le projet, on peut faire un git init pour versionner son code. Et il nous propose de voir la documentation Symfony. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est d'installer directement API. Donc on va se faire notre CD API Live. On fait require de API. Là, il va installer donc API Platform. Il nous dit que tout est bien OK. Restriction sur Symfony 5. Et pendant ce temps-là, je vais charger mon projet dans l'éditeur. Je vous reprends dès que c'est installé. Alors comme vous pouvez le voir, tout s'est installé correctement. On va aller voir un petit peu dans le dossier vendor ce qu'il nous a installé. Donc on voit qu'il y a le dossier API Platform. On va aller voir dans les sources et la config, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là, on a la conf API Platform. Donc tout est bon. Donc, par défaut, on n'a pas de contrôleur, pas d'entité. Il nous dit de configurer la base de données. Alors, on va copier la commande, on va se rendre sur notre serveur. Du coup, sur l'autre écran, je vais quand même lancer WAMP pour lancer le MySQL. Alors, doctrine, la config, il nous dit qu'il apprend dans l'URL qui est dans le point env. Donc, on va dans le point env. Et on voit qu'en bas, il nous demande... Alors, je crois que par défaut, sur mon poste, j'ai laissé route. Route, tac. Et la base de données, bon, on va l'appeler Alive. On sauvegarde, on fait un petit PHP bin console de trim database create. Donc là, il a créé la base de données. Ensuite, on crée le schéma de base de données. Tac. Alors, on n'a pas pu exécuter, aucune application n'est associée avec. J'ai pas remis le PHP devant. Ok, donc tout va bien. Ensuite, on va lancer le serveur. Tiens, je connaissais pas cette syntaxe. Bah, écoutez, on va l'essayer. Alors, il nous dit d'installer toutes les librairies. On va se rendre sur cette page. Et là, paf, on peut voir que ça marche bien. Il nous dit que Symfony est installé. Par contre, je m'attendais à tomber sur la doc d'API Platform. Ah oui, normalement on est censé tomber dessus. Ah, il me dit que par défaut, c'est exposé sur API. Donc, si on met /API, j'ai fait une faute. Voilà, donc là on tombe bien sur la documentation générée par Swagger. Donc là on voit qu'il n'y a rien, mais il nous suffira d'ajouter une entité pour avoir la doc à jour. Donc ensuite il nous présente un petit peu comment installer le HTTPS. Donc pour l'instant ça ne nous intéresse pas plus que ça.
Alors ensuite, je pense qu'il va nous montrer comment créer une entité Symfony pour avoir de quoi présenter un petit peu API Platform. Et donc là, il considère qu'on a utilisé chez moi pour générer un fichier de config. Alors, il présente une entité book. Bon, est-ce que je vous la mets directement? Non, on va créer une autre entité à nous. Donc là, il suit Docker Compose pour mettre à jour le schéma. Bon, nous, ça ne nous intéresse pas. Bah, sinon, on va aller voir directement dans la documentation de Symfony comment créer l'entité. Donc Symfony 5, create entity. Voilà, donc là, il nous dit comment créer une entité. Alors nous, on va se créer une entité user pour l'exemple. Make entity. D'accord, donc c'est une entité qui dépend du bundle Symfony Maker. Alors désolé, je découvre un petit peu aussi Symfony 5 en même temps que vous. Et vous voyez, en fait, dès qu'on est bloqué, et tout de suite Symfony nous aide et nous dit, bah voilà, là vous faites appeler une commande, mais cette commande, je la connais pas. A priori, vous utilisez la commande de ce bundle-là. Et donc il nous propose de l'installer tout seul. Donc on l'installe, et ensuite on va pouvoir exécuter la commande. Alors c'est ça que j'aime bien avec Symfony 4 et 5, c'est que par défaut, il n'y a absolument rien, et vous devez installer tout ce dont vous avez besoin, mais du coup, votre application est toute légère au départ, et c'est vous qui ajoutez uniquement les composants qui vous sont nécessaires. Ça évite d'avoir, comme pour Symfony 3, un gros package énorme, avec plein de choses que vous n'utilisez pas. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Voilà, class name, alors on va l'appeler user. Alors voilà, là, il nous propose, est-ce que c'est une ressource d'API Platform? Alors on va dire oui, parce que nous, on veut absolument que ce soit API Platform qui la gère automatiquement. Donc nouvelle propriété, on va mettre un nom, un prénom. Déjà nom, prénom. String, ça nous va. Length 255, ça nous va. New label, no. Prénom, pareil, type string, 255. New label, non. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va ajouter la date de naissance. Ça va être un type date. New label, non. Et puis on va le rendre obligatoire par la suite. Qu'est-ce que nos utilisateurs vont avoir besoin? Nom, prénom, un email. Type string, oui. 255. Il est obligatoire. Ensuite, utilisateur, nom, prénom, email. Allez. On va rajouter un pseudo, nickname. Pour que ce soit plus sympa à l'utilisation. Pour l'instant, c'est tout ce dont je vais avoir besoin. On rajoutera des champs si nécessaire par la suite. Et pour l'instant, on va finir. De toute façon, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous présenter API Platform et la facilité qu'on a à créer une ressource REST. Donc là, on voit que dans l'entité, il m'a créé mon user. Je ne vais pas mettre les validateurs pour l'instant, on les mettra après. Donc là, vous voyez, il a créé tout automatiquement. Et donc, normalement, si on relance notre serveur web, ça devrait apparaître dans API Platform. Tac, on relance notre serveur. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre à jour mon schéma de base de données. Je pense qu'il doit nous dire de le faire.
database create entity. Il nous explique un peu le fonctionnement. Ouais. Donc on va mettre à jour la base de données avec Doctrine Migrate. Là, bah, on va aller vérifier, mais logiquement, il nous l'a mis quand même, mais à mon avis, si on fait un post sur user, donc vous voyez, je vais reprendre. Là, il va automatiquement générer une documentation, donc avec toutes les API disponibles, toutes les URL disponibles pour l'API. Donc là, on va pouvoir récupérer la liste des utilisateurs. Donc, par défaut, il va nous mettre le schéma qui va être envoyé. On peut choisir si c'est du JSON, LD plus JSON. Il y a vraiment beaucoup de formats supportés. Et on peut en rajouter. Donc là, on va voir qu'il va nous rajouter, il va nous renvoyer un contexte, un ID, un nom, un prénom, une date de naissance, un email et un nickname. Donc ça, c'est assez magique, ça fait une documentation automatique. Et on peut l'essayer en live. Donc là, par exemple, l'API getUser, ça va renvoyer tous les utilisateurs. Alors là, normalement, si j'exécute, il devrait cracher parce que ma table n'existe pas en base de données. J'ai créé l'entité, mais je n'ai pas migré ma base. Voilà, il nous dit qu'il y a une exception dans la requête SQL. Ce qu'on va faire, c'est, je vais ouvrir un autre terminal, et je vais faire ma migration. Donc là, le make migration, il me dit que j'ai pas installé migration, donc c'est normal. Faire un composer require migration. Alors je profite de l'installation pour vous demander si le petit live coding comme ça, si ça vous va, ou si vous préférez des tutos plus structurés. En fait, moi, ça me prend moins de temps de faire comme ça, et du coup, je vais pouvoir vous sortir plus de vidéos. Par contre, effectivement, les vidéos sont plus longues. Je cherche en même temps, parce qu'en plus, là, en l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps. Donc, je bidouille un peu, mais ça vous permet de voir un petit peu comment on fait. Et du coup, contrairement à d'autres vidéos où vous pensez que le développeur a tout en tête et qu'il sait déjà tout faire, souvent, c'est des vidéos préparées. Et du coup, en vrai, il sait pas tout faire, il a fait les recherches avant. Là, je l'ai fait en live avec vous. Alors, on crée le fichier de migration. Tac. Donc, normalement, on a un dossier migration, je sais plus où il est. Il me dit peut-être dans source migration. Voilà. Si on regarde la version, il va nous dire en up, voilà, il va créer la table. Et en reverse, il va drop la table. Donc, ça nous va bien. On va aller exécuter le migrate. Donc pour rappel, le make migration va vous créer un fichier de migration qui va mettre dans le up toutes les requêtes SQL permettant de mettre à jour votre base de données, de l'ancienne version à la nouvelle version avec les modifs que vous avez faites. Et il y a une fonction down qui permet de revenir en arrière. Et donc pour exécuter la migration, il faut exécuter l'autre commande, migration migrate. Alors, tac. Il nous dit que tous les changements vont être perdus. Yes, ça nous va. Et donc, il a fait une requête SQL. Donc maintenant, si on fait le getUser, il devrait renvoyer une liste vide parce qu'on n'a aucun utilisateur actuellement dans la base de données. Voilà, donc notre nombre total d'items, 0. Alors c'est pareil dans la démo, dans la petite sandbox là qui permet de tester, normalement on peut choisir le format de sortie. J'ai l'impression que je vous dis des bêtises parce que j'ai pas le choix. Ah si, on peut choisir là. Alors j'étais persuadé qu'on pouvait choisir le format de sortie. C'était une config de Symfony, on verra par la suite. Donc là, ce qu'on va faire, du coup, on va poster un user. Request body. Alors, request body, on peut l'ajouter ici, mais... Désolé, je suis repassé sur le request body, où on peut choisir le format de données. Alors, pourquoi je pourrais le choisir ici et pas dans mon get au-dessus? En fait, de mémoire, quand on utilisait la documentation ici, on pouvait choisir le format si on prenait du LD plus JSON ou du JSON. Et comme ça, il nous renvoyait le contenu en fonction de ça.
Typiquement, le JSON il va vous renvoyer un tableau directement avec tous les utilisateurs, alors que le LD plus JSON il va vous renvoyer l'ID, le type, Hydra Collection, et dedans il va vous renvoyer les items. Alors, de toute façon, j'ai une préférence pour le LD plus JSON, parce qu'il nous renvoie directement les liens de ce type-là, l'ID, il va nous renvoyer les liens au format attendu par un post API Platform. Vous comprendrez par la suite quand on voudra faire des liaisons entre les entités. Donc là, on va mettre nom, on va mettre test, prénom, test, prénom. La date de naissance, on va laisser aujourd'hui. Allez, non, on va changer d'année quand même, pour que ce soit un peu plus cohérent. L'email, on va mettre photo@gmail.com. De toute façon, aujourd'hui, on n'a aucun test, donc on pourrait mettre n'importe quoi, ça enregistrera en base. On verra dans une vidéo par la suite pour faire les assertions qui permettent de vérifier la cohérence des données. Le nickname, on va mettre tutu. Exécute. Là, normalement, il va ajouter une entrée dans notre table. Hop, il nous renvoie un code 201, comme quoi tout est bon. Et donc, vous voyez, il fait vraiment une API RESTful dans le sens où il va. Donc là, au post, on voit bien qu'il poste ça, donc avec ce contenu-là. Et il nous renvoie l'entité qu'il a insérée. Donc ça, c'est vraiment du RESTful, c'est quand on poste une entité, il nous renvoie ce qu'il a fait. Du coup, maintenant, si on récupère la liste des utilisateurs, on va retrouver l'utilisateur qu'on vient d'insérer. Voilà. Alors là, c'est marrant, il m'a envoyé du JSON tout court. Ah oui, d'accord, c'est quand on choisit en dessous, il répercute au-dessus. Bon, c'est un peu contre-intuitif, mais... Donc là, si j'exécute, j'ai remis LD plus JSON. Donc voilà. Là, il nous renvoie bien au format LD plus JSON. Donc ce que je vous disais, il nous renvoie l'ID spécifié par API Platform. Donc typiquement, il nous renvoie là l'ID 1, mais le @ID, c'est un petit peu l'URL de la ressource. C'est-à-dire que votre ressource, là, c'est API user 1. C'est pas juste 1. C'est pas juste l'ID 1, c'est un user. Donc, typiquement, si on avait une liaison ou que user était une clé étrangère dans une autre table, typiquement une table log, par exemple, on va avoir besoin de loguer à chaque fois que l'utilisateur déverrouille son téléphone. On va mettre le user dans la table log, et au lieu de le user, on ne mettra pas l'ID 1, on mettra user 1, qui correspondra à cette adresse-là. Donc, quand on fera un post dans les logs, pour mettre le user, il ne faudra pas mettre juste l'ID 1, il faudra mettre cet ID-là. On le reverra par la suite. Donc là, on a vu qu'on pouvait récupérer toute la liste de tous les utilisateurs, et on a aussi un get sur un ID spécifique. Donc vous voyez, c'est vraiment RESTful au modèle de Richardson. Je vous laisserai regarder un petit peu le modèle de Richardson si vous ne connaissez pas. C'est le modèle qui est recommandé pour créer les API. Alors j'ai du REST si, modèle de Richardson. Donc ça décompose une API REST. Alors, je vous laisserai fouiller un petit peu, il y a 4 niveaux du modèle. Et à la fin, c'est le modèle autodécouvrable, c'est-à-dire que vos entités renvoient les actions qu'on peut faire sur l'entité par la suite. Donc c'est-à-dire que quand vous récupérez un utilisateur, vous allez voir toutes les actions qui sont possibles sur cet utilisateur-là. Et du coup, on appelle ça une API autodécouvrable parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de documentation normalement. En récupérant les API les unes à la suite des autres, vous allez avoir les actions possibles sur cette entité-là. Sur cette ressource-là plutôt. Donc là, on peut récupérer un utilisateur par son ID. Par exemple, l'ID 1. Et là, donc logiquement, on va récupérer uniquement l'utilisateur, le user avec l'ID 1. Voilà. Et on a aussi la possibilité de faire un put ou un patch. Donc, pour rappel, le delete permet de supprimer, le put permet de remplacer l'entièreté de l'utilisateur et le patch permet de remplacer une seule partie. Donc là, si je mets l'ID 1 et que je vais remplacer juste son nom, on va mettre test nom au lieu de test.
Si on fait exécute, donc là on voit qu'il exécute, qu'il fait un patch curl, donc sur API user 1, et il va envoyer juste le nom. Et là il me dit, tiens, backed request, error occurred, syntaxe. Alors pourquoi il me dit une erreur? Ah, alors que l'erreur venait pas du fait que j'avais laissé la virgule. Voilà, c'était ça. Donc là, on voit bien qu'il renvoie juste le nom, il met à jour le nom, et on voit que du coup, j'ai laissé string, donc il a mis à jour le nom avec string. Donc mon erreur, c'était parce que j'avais laissé la virgule là, donc il me disait qu'il y avait une erreur de format JSON. Donc voilà, vous voyez, en allez, une demi-heure, une grosse demi-heure, sans avoir préparé le terrain, on a créé une API REST avec un user, une API RESTful même, avec une entité user. Donc là, maintenant, pour créer une nouvelle entité, c'est encore plus rapide. Il suffit de faire le make entity, la migration, et vous avez une nouvelle entité et une nouvelle API REST qui est créée. Donc, vous voyez le temps de gagner. D'habitude, pour faire ça, il fallait créer toutes les routes une à une. Enfin, c'était très long. Donc voilà, je vous laisse me dire si ça vous a plu dans les commentaires, mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, mettre un pouce rouge si vous avez détesté la vidéo, et me dire un petit peu voilà, vos retours, si ce format vous convient, si vous préférez que je prépare un petit peu à l'avance et que du coup tout soit très carré et que je cherche pas sur internet en même temps. Voilà, bonne fin de journée.